Rebonjour à toutes et à tous, David Barrault, rédacteur en chef aux Échos. Bienvenue pour table ronde suivante. On avait commencé ce matin par réinventer la presse écrite. Là, on bascule dans réinventer la pub et la communication. Et la transition avec la table ronde précédente d'Emmanuel Faber est parfaitement indiquée. Il a déjà posé une question d'une certaine manière à Bertrand Ciseaux de BNP sur les sujets de communication dans un monde où effectivement il y a de plus en plus d'activistes et où nous devenons tous, nous aussi, activistes. Je présente les intervenants de notre table ronde dans l'ordre dans lequel ils sont juste devant moi. Yannick Bolloré, qui est le PDG de Havas, mais qui est aussi président du conseil de surveillance du groupe Vivendi, la maison mère de Havas. Juste à côté de lui, Bertrand Ciseaux, qui est le directeur de la communication et aussi directeur adjoint de l'engagement, un point commun avec sa voisine chez BNP, et Béatrice Mandine, qui est directrice de la communication et aussi de la marque et de l'engagement chez Orange, mais qui est aussi présidente de Entreprises et Médias, qui est l'association qui regroupe en fait tous les directeurs de communication des grands groupes français. Je ne sais pas, il y a combien de groupes dans Entreprises et Médias, Béatrice ? Il y en a 150. 150, donc toutes les plus grandes entreprises françaises. Et juste à côté, Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, qui est en quiet période, mais qui va quand même s'exprimer. Voilà. Il est patron de Publicis depuis 2017. Il présente ses résultats cette semaine. Donc voilà, il s'exprime dans le cadre d'une quiet période. Il n'y aura pas de questions précises sur la performance de Publicis. Je m'y suis engagé. Réinventer la pub, effectivement, je trouvais que sur la forme comme sur le fond, on vivait une période absolument fascinante pour les métiers qui sont les vôtres. On a sorti, c'était l'an dernier, j'arrive plus à me souvenir exactement de la date, de la convention citoyenne. Et dans la convention citoyenne, il y avait des messages forts sur comment faire évoluer la communication, comment peut-être l'encadrer. Donc ça, c'est un premier thème sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment. Et puis, on vit dans une période aussi de révolution technologique. On a commencé à en parler ce matin avec Isabelle de Silva de l'Autorité de la concurrence et Pierre Louette sur le rôle des plateformes et des GAFA dans le monde de la publicité et des droits voisins pour la presse. Mais bien sûr, la technologie, le numérique, le digital ont aussi un impact absolument énorme sur vos métiers. Peut-être, Béatrice, pour commencer justement sur la conclusion d'une certaine manière de la Convention citoyenne, et je caricature, mais quand on demande aux Français qu'est-ce que vous pensez de la com, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur la pub, leur message c'est souvent il faut plus encadrer, plus réguler, plus interdire parce que les entreprises nous mentent, nous manipulent. Alors c'est bien sûr pas le quotidien de ce qu'on dit tous les jours dans les Échos, mais c'est un sentiment qui existe dans la population française. Comment, quand on est directrice de la communication d'un grand groupe et qu'on représente aussi d'une certaine manière les 150 plus grandes entreprises françaises en termes de communication, on réagit à cette forme d'interpellation de la part de nos concitoyens? Alors, puisque j'ai le micro et puisqu'on est entre nous, un média en scène, il faudrait peut-être aussi reposer un petit peu les choses, se dire que la communication en France, c'est 700 000 personnes, si je m'appuie sur les travaux des États généraux de la com. Quand je dis la com, ça veut dire les agences, ça veut dire les médias, ça veut dire les communicants d'entreprise, les marques que nous représentons ici. Donc c'est du monde, c'est 2,7% de la population active, donc ça n'est pas rien. Et moi je dois dire que j'en ai un petit peu marre, parce qu'effectivement on est régulièrement challengé, qu'on soit caricaturé comme si on était des cocaïnomanes parisiens. C'est passé ce temps-là. Donc la communication, c'est un peu autre chose aujourd'hui. C'est un secteur qui a fait sa révolution, qui s'est extrêmement transformé. Donc évidemment sur le volet de l'éco-production, et on surveille l'empreinte carbone de tout ce qu'on produit, mais également sur les sujets sur lesquels on communique, puisque la com, c'est aussi accompagner des évolutions de comportement et d'usage. Donc il y a
la plupart des grandes marques aujourd'hui défendent des causes, des grandes causes. Donc c'est là où je reviens à la caricature, mais c'est un peu fatigant de penser qu'on fait de la publicité uniquement pour vendre des produits qui servent à rien, des gens qui n'en veulent pas. C'est un peu limité, quoi. Donc il y a un moment où il faut un peu aussi se remettre les choses. L'église au milieu du village, donc on est absolument conscient qu'on peut être challengé comme tous les métiers sur le sujet du climat, tout à fait, d'ailleurs on le fait tous ensemble, mais je voulais déjà commencer par dire que chacun d'entre nous, et j'imagine aux Échos c'est pareil, on ne se réveille pas le matin en ayant l'impression d'être du mauvais côté de la force, comme on m'a dit une fois. En termes concrets, justement dans un groupe comme Orange, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de transformation dans la manière de communiquer qui soit justement pas simplement un symbole, mais qui traduisent véritablement un engagement ? Alors, tu parlais d'engagement tout à l'heure, c'est vrai que traditionnellement, et ça tient à l'ADN d'Orange, mais je le vois aussi chez mes pairs autour de moi, on a conscience qu'on a dans le monde 275 millions de clients, donc on a une responsabilité sur la manière dont ils utilisent les outils qu'on leur met à disposition. Nous, on est très engagés sur les sujets de comportement, de bien vivre le digital. C'est une plateforme qui vous donne beaucoup de petits trucs. On est engagés sur, depuis la COP21, sur les émissions, évidemment. Et le plan Strat d'Orange, c'est net zéro carbone en 2030. Donc, c'est en 2040, pardon. C'est 10 ans quand même avant les accords de Paris. Donc évidemment, ça assez classiquement, mais aussi en termes de communication et d'usage sur la réduction des émissions et le recyclage des mobiles. Vous avez vu tout ce qu'on fait là-dessus, et on ne produit pas de mobiles, mais on en vend beaucoup, donc on considère que c'est à nous de mettre en place les filières de recyclage et d'aider au comportement vertueux de ramener ces téléphones, de sensibiliser aussi aux cyberattaques et à la cybercriminalité. Donc on fait des campagnes pour sensibiliser au phishing et à tous ces sujets-là, parce qu'on sait que nos clients sont très impactés. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple aussi ? On est très engagé depuis longtemps avec la sécurité routière pour ne pas toucher son téléphone au volant. Et je dois dire que moi, quand j'ai expliqué aux gens de la RSE qu'on allait faire une campagne avec la sécurité routière, ils m'ont dit mais t'es dingue, on vend des téléphones. Je dis ben ça m'a pas échappé. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs, mais on le fait régulièrement et chacun a ses causes, hein, donc. Bertrand, transition. Alors, toi, tu es à la tête de la communication depuis 2013. Est-ce que tu as senti une forme de glissement, pareil, sur la manière dont les concitoyens, l'opinion publique interpellaient les grandes banques sur, c'est ce que disait Emmanuel Faber, le financement de certains acteurs dans le charbon ou autre. Est-ce qu'il y a eu une montée en puissance et qu'est-ce que ça change? Et à partir de quand il y a eu peut-être un point de bascule et il y a eu une transformation et des modifications au sein de la première banque de la zone euro? Je pense, pour faire simple, qu'au cours des 4-5 dernières années, on est passé d'un enjeu réputationnel à un enjeu de commerce. Et donc, le projet de BNP Paribas, dirigé par Jean-Laurent Bonnafé, a été de dire je veux être un champion de la finance durable, pas pour des raisons de communication ni pour des raisons de réputation, mais pour des raisons de performance à long terme, convaincu que c'est là où il faut être pour accompagner ses clients et rester et conforter son leadership de première banque européenne. La transformation, elle est là, c'est que c'est maintenant au cœur du projet commercial de BNP Paribas d'être le champion mondial de la finance durable. C'est pas que de la com, c'est aussi du business, quoi. Ça a démarré, je dirais, il y a 2-3 ans, et c'est au cœur du projet commercial. Et d'ailleurs, on vient d'être classé meilleure banque au monde en matière de finance durable, et on est un leader dans les chiffres du point de vue du commerce, tant du côté du financement des grandes entreprises, on est numéro 1 mondial des obligations durables, dans le top 3 des obligations vertes. Côté épargne, on a également des positions extrêmement fortes en France et en Europe. Et tout drive le projet commercial, avec tous les engagements qui sont pris par ailleurs. On est les premiers à sortir du pétrole et gaz de schiste non conventionnel en 2017. On est sorti du charbon, on est sorti du tabac. Emmanuel Faber disait que c'est maintenant que les engagements se prennent, mais en oil and gas conventionnel, on a pris déjà les engagements à horizon 2025 de réduire. On est évidemment sur l'horizon 2050 neutre carbone. Donc, les projets énergétiques de BNP Paribas sont aujourd'hui financés à 80% vers le renouvelable.
Donc c'est une transformation en profondeur, mais c'est un projet commercial, parce que c'est là que les enjeux de compétition maintenant vont se faire. Et comment on vit en interne le côté quoi qu'on fasse, finalement on n'en fait peut-être jamais assez et on est accusé forcément de greenwashing. Est-ce que c'est vécu comme une injustice ou c'est une fatalité? Ça va prendre un peu de temps parce qu'on est dans une période de transition, il faut l'accepter et puis ça finira par payer. Vous savez, quand on fait le métier de banquier, on est un peu habitué à ce qu'il y ait un écart entre ce que vous faites et ce que les gens pensent. Donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. On avance. Et on peut se parler de communication après. Ce qui est très important pour le coup dans cette période-là, c'est qu'il n'y ait absolument aucun écart entre le discours de l'entreprise, le produit, le marketing et la communication. C'est cet alignement-là qu'il faut respecter pour dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et c'est vrai que probablement plus que sur les enjeux de transformation digitale qui était la grande révolution précédente, le prix que l'on paye quand on s'éloigne un peu de ce que l'on fait est beaucoup plus fort. C'est très bien, ça met la pression et ça met l'exigence qui oblige à accélérer. Et tout ça, ça marche encore une fois parce que ce qui a changé, c'est que le client maintenant met dans sa satisfaction le sujet de l'impact. C'est ça qui a changé. Ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Donc c'est ce levier-là qui fait que tout s'enchaîne derrière. Les spécialistes de la communication, on vient vous voir, les entreprises viennent vous voir, Yannick et Arthur, en disant il faut qu'on change, on a commencé à le faire, il faut qu'on le fasse savoir. Qu'est-ce que ça a changé pour les deux géants de la publicité français? Comment est-ce qu'on s'est saisi de cette demande sur l'accompagnement différent des messages? Qu'est-ce que ça a transformé? Tout le monde aura la parole. Yannick. Non, écoute, c'est un vrai enjeu. Moi, je souscris totalement à ce qu'ont dit Béatrice et Bertrand. Ça pose la question de la révolution du sens, en réalité. Chez Havas, on mène une étude très intéressante depuis 12 ans maintenant qui s'appelle Meaningful Brands. Et on pose une question aux consommateurs du monde entier qui est assez simple. Si cette marque venait à disparaître, est-ce qu'elle vous manquerait? Et quand on regarde la réponse, je ne sais pas si vous imaginez le chiffre en tête que je vais vous dire, mais en gros, de 75 à 80% des marques, elles pourraient disparaître et elles ne manqueraient à personne. Donc ça interroge quand même un des spécialistes de la communication, cette marque qui investit sur son marketing, son discours, qui a un commerce, qui fait vivre du monde, elle pourrait disparaître sans que personne ne s'en soucie. Et en réalité, quand on regarde dans le détail, c'est très intéressant. Dans le marketing, et je parle sous le contrôle d'Arthur, il y a trois types de bénéfices. Il y a d'abord les bénéfices produits, la qualité du produit, le prix, ce qu'il m'apporte. Ensuite, le bénéfice personnel, qu'est-ce qu'il m'apporte à moi pour mon statut social, mon image. Et enfin, les bénéfices collectifs, qu'est-ce que ce produit, cette société apporte à la communauté, à la collectivité, au monde, en quoi cette entreprise et cette marque rend le monde meilleur. Donc en gros, en quoi, en achetant ce produit, je participe à rendre le monde meilleur. Et depuis 12 ans maintenant, on voit la part des bénéfices collectifs augmenter de manière significative. Donc il y a 10 ans, on sentait point de cette tendance, les gens y souscrivaient mais n'étaient pas prêts à payer plus ou à adapter leur comportement pour. Aujourd'hui, ça s'est accéléré depuis 4-5 ans et je pense que le Covid, on verra les résultats, mais ne fera que renforcer cette tendance. Les gens ont conscience que le monde est en train de changer, les gens ont conscience que chaque acte de consommation est un acte citoyen et veulent consommer de plus en plus des produits auprès d'entreprises qui s'engagent. Donc je souscris totalement aux très belles actions qui sont faites par Orange et BNP. Et puis je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 5 ans, 100% des entreprises sont engagées dans cette trajectoire. Et ce pour 3 raisons. La première, c'est tout simplement une question de talent. Parce que plus de 50% des étudiants de grandes écoles disent qu'ils ne veulent pas rejoindre une entreprise qui n'est pas vertueuse pour la société et pour le monde. Donc une entreprise a besoin des jeunes talents. Ensuite, c'est une question de partenariat. On est tous interrogés par nos partenaires dans les appels d'offres sur qu'est-ce qu'on fait pour la planète, qu'est-ce qu'on fait pour le monde, etc. Et enfin, et ça a été dit à la table ronde précédente, c'est une question de financement. Puisqu'aujourd'hui, et BNP, tu dois le voir largement, d'ailleurs tu l'as dit, les fonds dits ISR, donc qui sont cantonnés à investir dans des sociétés qui sont vertueuses socialement, en tout cas qui vont dans cette trajectoire, remportent l'écrasante majorité des investissements. Donc une entreprise qui ne va pas dans cette trajectoire, 1, n'aura plus de talent, 2, n'aura plus de partenaires commerciaux, et 3, n'aura plus d'investissement.
Donc à court moyen terme, elle est vouée à disparaître. Donc je pense que c'est évidemment indispensable. Je reprends juste ta question. Quand des clients... D'abord, je la trouve assez injuste ta question. Je vais y revenir après. Je suis le bad cop, hein, c'est tout. Je suis gentil en fait. Mais si un client vient nous voir en disant, écoute, il faut qu'on change son stratégie environnementale, sociétale, le premier truc qu'on leur dit, c'est pas un problème de communication, c'est un problème d'acte et ça coûte de l'argent. Parce qu'on arrive aujourd'hui à leur vendre de la transformation digitale parce qu'ils se rendent compte que ça a un impact sur la business, mais la transformation environnementale, ça a un coût. Et c'est très intéressant de voir ce que fait Orange ou BNP Paribas. Donc, mais maintenant, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je connais peu de clients français, je le vois plus à l'étranger, mais je connais peu de clients français qui n'ont pas pris conscience de ces enjeux-là depuis un bout de temps. Je vais faire le vieux chef de pub, mais moi en 2003, on avait créé un petit bonhomme vert qui s'appelait Crédito et on expliquait qu'il fallait que le crédit soit plus responsable. Et BNP Paribas avait pas attendu. Je ne vais pas raconter la même histoire sur Orange parce que j'ai commencé un tout petit peu plus tard, mais c'est des réalités. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez conscience parce qu'avec le Covid, tout le monde se réveille. Peut-être pas assez sur l'égalité et l'inclusion d'ailleurs, qui est un autre sujet qui n'est pas au cœur des problématiques aujourd'hui, mais qui moi me préoccupe au moins autant. Mais sur les sujets environnementaux, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, par beaucoup. Et par ailleurs, la distinction entre communication corporate et communication commerciale est une hérésie, quoi. Et là, pour citer un autre exemple qui n'a rien à voir avec les gens qui sont là aujourd'hui, et une boîte qui a été décriée pendant un bout de temps, quand McDonald's, en 2004, disait on crée des CDI pour des jeunes, ils vendaient plus de Big Mac le lendemain matin. Et donc le lien entre la porosité entre le corporate, la citoyenneté et le business a été prouvé depuis longtemps, et BNP Paribas ou Orange d'ailleurs sont deux très bons exemples. Donc il faut arrêter ce débat de on s'est réveillé il y a quelques mois confinés chez nous et ces sujets sont devenus importants. Il y a beaucoup de boîtes, et j'insiste notamment en France, Agathe vous dirait que je suis trop pro-américain, mais ça c'est quelque chose qui est très vrai en France et plus vrai qu'ailleurs. Béatrice, tu voulais réagir ? Non, ce qu'il y a, Yannick citait quelques études, mais la plupart des études le démontrent. En fait, c'est très prosaïquement ce que effectivement nos publics nous demandent. Donc la communication, c'est aussi écouter, l'écosystème dans lequel on vit. Et pas simplement la législation et la régulation. Donc c'est écouter les publics et les jeunes publics notamment, parce que ce sont les talents et les clients de demain. Et incontestablement, on l'a vu depuis plusieurs années. Donc moi je me souviens d'une étude Trust, je crois, qui disait qu'il y avait 75% des Européens qui attendaient des entreprises qu'elles contribuent à améliorer le monde. Alors le challenge, il est assez élevé, hein, mais on vit dans ce monde-là, effectivement. Donc après, tout n'est pas parfait. Il y a un vrai sujet qui est aujourd'hui d'arriver à solidifier des indicateurs de mesure, notamment, et des mesures communes. Donc c'est ce sur quoi on travaille tous collectivement, puisque précisément comme tout le monde a avancé de son côté, on n'a pas tous les mêmes indicateurs. Donc ça brouille peut-être un peu l'image globale, mais en tout cas cette révolution-là, elle est très largement en marche. Arthur, tu parlais de communication commerciale versus communication corporate. C'est vrai que les frontières, il n'y a plus tellement de frontières d'ailleurs dans le monde dans lequel on vit, mais il y a une porosité entre ces deux frontières-là. Mais un des indicateurs qu'on pourrait quand même établir, c'est de voir, si on parle de communication, l'investissement qui est fait sur des campagnes sociétales. Moi, je travaille beaucoup à ça parce que je suis absolument convaincue qu'il faut lutter contre l'idée que la pub, c'est la surconsommation. Encore une fois, la pub, quand on veut amener les gens à se faire vacciner pour se protéger les uns les autres, on fait de la pub. Quand on veut lutter contre aider les associations pour le sida, on fait Solidaise. Ça s'appuie aussi sur des marques et sur des investissements de marques. Donc là-dedans, il y a énormément de bons comportements qui peuvent être soutenus par l'investissement des marques, et c'est bien ce que nous faisons pour la plupart. Transition peut-être un petit peu brutale vers le deuxième sujet que je voulais évoquer, mais le temps passe vite, et donc si on veut pouvoir parler de tout, il faut passer dessus. Sur la révolution technologique, qu'est-ce que la révolution technologique a déjà véritablement changé pour vos métiers, et pourquoi c'est peut-être que le début? Quand on se voit avec Arthur, tu parles tout le temps de techno, et c'était pas forcément le cas dans la pub il y a 10-15 ans où on parlait de créa. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui d'être aussi un acteur technologique, et pourquoi on en est peut-être qu'au début? Non, alors je parle beaucoup de technologie parce que c'est le nouveau venu dans le monde de la création.
Et je vais peut-être en profiter pour remettre l'église au milieu du village. Hein. Moi, je viens du monde créatif. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est des grandes idées qui changent l'avenir d'une entreprise. En revanche, j'ai la conviction que la création aujourd'hui n'a plus la même efficacité si elle n'est pas personnalisée grâce à la data et qu'elle n'est pas sur toutes les expériences, à commencer sur votre mobile, grâce à la technologie. Et donc l'investissement qu'on fait à la fois dans la data et dans la technologie, qui pour le coup est conséquent, hein, puisqu'on a investi à peu près 10 milliards dans les 10 dernières années, pour une market cap de 14. Donc ça en dit long sur notre commitment sur le sujet. C'est pas pour faire de la technologie. Hein. Microsoft et IBM feront ça mieux que nous, toujours. Mais on pense que nos clients n'auront plus d'idées. La force créative des idées ne suffira plus pour aller toucher quelqu'un au bon moment, au bon endroit, avec le bon message. Et donc ça oblige, ça force un changement structurel, financier et culturel, qui honnêtement est le plus difficile, qui est celui qu'on est en train d'essayer de mener en ce moment. C'est pas facile. On en a payé un prix très cher pendant plusieurs années parce que les marchés étaient dubitatifs. Ça va un peu mieux là. Mais moi, je viens de ce métier de la création. La seule raison pour laquelle je suis dans cette industrie, c'est parce que je crois au pouvoir des idées. Je pense que les idées telles qu'elles doivent arriver au consommateur final aujourd'hui sont bien différentes de ce qu'elles étaient dans le passé. Et la technologie demain, après je te passe la parole Béatrice, est-ce que la technologie de demain, dans les craintes du consommateur, il y a un côté, c'est plutôt adressé aux GAFA qu'aux agences de pub, mais elles peuvent être coupables par association, c'est le côté un peu Big Brother. Comment est-ce qu'on règle le curseur sur ce point-là ? C'est tout l'enjeu de la first party en opt-in. Mais alors là, on rentre sur des sujets extrêmement techniques. C'est-à-dire que on va vers une communication personnalisée. C'est pas la peine de penser qu'on va l'éviter, ça vient. Ça veut pas dire qu'on sera pas toujours très content de regarder un spot de la SNCF formidable de 40 secondes avant un match de foot. Ça, c'est l'aspect culturel de la publicité. Et ça, je pense que ça va pas disparaître. On va toujours continuer à aller sur les réseaux sociaux. Et là aussi, on va retrouver de la pub. D'ailleurs, la pub sur les réseaux sociaux n'est pas la même que sur un spot de 30 secondes de TF1. Ça, c'est un autre débat, je crois que c'est pour le débat d'après. Mais on va vers des marques qui vont avoir besoin de parler de manière totalement personnalisée à leurs consommateurs pour une très simple raison, c'est que, imagine qu'on se voit aujourd'hui, qu'on se parle et que je te revois demain et que je t'ai oublié. Ça va t'énerver. C'est la même chose avec le consommateur. Béatrice, sur ce sujet de la transformation digitale. Juste un petit commentaire sur la transformation digitale. C'est avec ma casquette orange, mais c'est vrai de la communication, mais c'est pas uniquement vrai de la communication. On l'a vécu avec cette crise Covid qui a forcé tout le monde à fonctionner à distance. La transfo digitale, ça fait des années que tous les business doivent la prendre en considération. Alors pas dans la même dimension d'ailleurs sur le sujet de la data et de la personnalisation de la publicité, mais ceux qui étaient confinés au milieu de l'année 2020 ont bien dû apprendre à fonctionner en digital et donc apprendre un certain nombre de choses. C'était la fin de la comète. Cette transformation digitale, cette révolution digitale est engagée depuis plus de 10 ans, très largement. Yannick, sur la transformation digitale au sein des agences de communication et de publicité, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'un acteur français peut résister face à des géants technologiques qui sont parfois des partenaires mais aussi des concurrents ? Oui, bien sûr. Alors, on a parlé de la rupture de sens. Et d'ailleurs, souvent, je me mets à la place des annonceurs. Hein, je pense à vous. Vous avez la rupture de sens à gérer. Vous avez aussi cette fameuse rupture technologique. Moi, je vais vous raconter une histoire peut-être. Si je peux raconter une anecdote, voilà, prendre 30 secondes. Donc, je venais prendre mes fonctions, moi, de CEO d'Avas en 2013. Donc, un de mes premiers voyages, c'est pour aller voir les Google, Facebook. On les appelait pas encore les GAFA à l'époque. Donc, j'atterris à San Francisco. C'est un voyage que vous connaissez bien, un long vol de jour. Et quand on atterrit, à l'époque, il n'y avait pas le Wi-Fi dans les avions. On reçoit 250 emails, 40 textos. Vous vous souvenez, en plus, vous êtes fatigué, c'est le milieu de journée là-bas. Bon, bref. Et un des textos que je reçois ou d'emails, je ne sais plus, c'était bonjour Yannick, bienvenue à San Francisco. Près de ton hôtel, il y a un restaurant de sushi très bon. En montrant ce texto, tu recevras une réduction sur le sushi saumon. Il parlait français en plus. Ouais, il parlait français. Croyez-moi, j'étais vraiment étonné. Donc là, on est dans la pub personnalisée auquel fait référence Arthur. J'étais étonné comment il peut savoir que je suis à San Francisco. 2, comment il sait où est mon hôtel. Et 3, comment il sait que j'aime les sushis saumon, qui est mon plat préféré. Je vais à l'hôtel, j'arrive pas à dormir évidemment, je me réveille à 2h du matin, côté qu'on va côte ouest c'est toujours très compliqué. Le lendemain je descends à Silicon Valley, je vois les gens de Google. Et il y avait, je me souviens, un Indien brillantissime qui s'occupait de toute la pub adressée, on a toujours plein de rendez-vous dans ces jours, peut-être vous l'avez rencontré également. Et je lui raconte mon histoire.
Donc on est en 2013, donc on est avant Cambridge Analytica, tout ça. Il me dit, ah oui, c'est formidable. Je dis, mais t'as vu ce que j'ai reçu? Il me dit, oui, je sais, c'est moi. Je dis, mais comment ça, c'est moi? Il me dit, oui, c'est nous, c'est les nouveaux programmes sur lesquels on travaille. Je dis, mais comment tu sais que j'étais à San Francisco? Il me dit, bah, tu as Waze? Je dis, bah oui, j'ai Waze, c'est gratuit, tout le monde a Waze. Mais il me dit, bah, tu as accepté sans le savoir que tu vas être suivi en permanence, même quand l'app n'est pas active. Bon, ça c'est par défaut sur vos Waze, vous pouvez vérifier. Et je dis, comment tu peux savoir que je suis à tel hôtel? Il me dit, bah, on synchronise avec ton calendrier. Donc mon assistante Karine est toujours très précise, elle écrit le lieu du rendez-vous avec le nom de l'hôtel. Je dis, bah, très bien, mais les sushis saumon, c'est un coup de chance. Il me dit, bah, t'as un Gmail? Bah oui, j'ai pris un Gmail, c'était gratuit, à l'époque il fallait payer, je suis passé sur Gmail comme tout le monde. Il me dit, ouais, alors ça, on a un nouvel algorithme avec plus de 1000 variables, et on scanne les emails des gens, et t'as dû envoyer des emails sur le sushi saumon. Je dis, bah oui, en effet, ma femme Chloé, la semaine dernière, elle m'a demandé ce que je voulais manger, je lui ai répondu des sushis saumon. Mais bah voilà. Donc là, on est dans la publicité personnalisée. Donc moi... Ça, c'était en 2013. Depuis, 2013. Ils ont encore fait des progrès. Ouais. Alors depuis, non seulement ils ont fait des progrès, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu Cambridge Analytica, où les gens ont pris conscience qu'on était finalement épiés. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec les GAFA, c'est l'ambivalence des populations, mais des consommateurs. D'un côté, ils sont plébiscités, Google, Facebook, marques préférées des Français, Amazon, Apple, etc. Et d'un autre, les Français sont jamais, le monde entier d'ailleurs, se sont jamais sentis aussi épiés. Je crois que c'est 73% des Français se sentent surveillés. C'est un peu, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, se sentent surveillés, mais on se sent surveillé. Donc on sent une belle ambivalence. D'ailleurs, je pense que l'ennemi des GAFA, ce sont les régulateurs, ou entre eux, puisque je ne pense pas qu'il y ait tellement de choses qu'on puisse faire contre eux. Moi, personnellement, je pense que la technologie est indispensable. Elle permet de faire des choses inédites et formidables en communication. Arthur l'a dit, et je souscris à ça depuis le premier jour, la créativité, la grande idée reste le moteur et ce qui fait la différence. Mais la technologie est un moyen et non une fin en soi d'arriver à toucher les bonnes cibles. Je ne crois pas qu'une pub trop personnalisée soit si efficace que ça. Le one-to-one, j'y crois pour le CRM, c'est-à-dire pour la gestion de base de données, quand vous êtes déjà client, j'y crois pas pour la publicité média traditionnelle. Je pense qu'il faut aller au one-to-some, c'est-à-dire vers des cohortes de population qui partagent des centres directement. Aujourd'hui, avec les box, vous regardez le match de foot ou la Starac ou The Voice, je ne sais pas si la Starac existe encore, là je fais un peu vieux con, mais The Voice, techniquement, on pourrait vous envoyer une pub en disant bonjour Béatrice, le truc que tu as acheté hier ou tu as été à Euro Disney la semaine dernière, c'était super, si tu veux y retourner, je te fais une réduction de 10 €. Je ne pense pas que si vous êtes assis sur votre canapé, que vous voyez une publicité à la télévision avec écrit votre prénom et ce que vous avez consommé la semaine dernière, soit quelque chose qui va tendre à vous rassurer. Donc je pense que la publicité a un rôle essentiel, c'est de rendre le monde meilleur, mais que le respect de la privacy et de trouver des règles de conformité, de comment travailler tous ensemble, à la fois pour une publicité plus efficace, doit être fait dans le respect le plus total de ce qu'attendent les consommateurs et du privacy qu'on a en droit d'attendre de la part de ces grandes marques. Donc nous, pour résumer, la technologie, oui, mais sans aller jusqu'à la publicité trop personnalisée. Oui, mais si je peux me permettre là, parce que c'est sur le point que tu évoquais sur les groupes français par rapport aux GAFA, c'est exactement ce que vient d'exprimer Yannick. C'est qu'aujourd'hui, il y a un monde fermé qui s'appelle les walled gardens, où on va trouver son sushi. À l'intérieur de Facebook, en fait. À l'intérieur de Facebook. Et le pire de ça, c'est que dans très peu de temps, vous, les médias, vous n'aurez même plus accès à ces données pour pouvoir faire votre propre pub. Ça, c'est le monde fermé des walled gardens, là où la plupart des agences de publicité investissent en termes de médias parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire autre chose. En achat média, tu veux dire? En achat média. Regardez, c'est les premiers partenaires de toutes les agences médias. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On fait tous ça parce que c'est tout ce que nous demandent nos clients. Le point de vue de Publicis, c'est qu'il faut absolument être capable de proposer une alternative. Aux annonceurs, de dire aux annonceurs, vous n'êtes pas obligé de... Après, je passe par la Bertrand. Aux annonceurs. Et pour revenir sur ta question, je m'arrête là, c'est là le débat. On ne va pas gagner contre les GAFA. Et ce n'est même pas l'enjeu. On va continuer à être partenaires et on va continuer tous à investir là-bas parce que nos clients vont nous le demander. La question, c'est comment on est capable de dire à nos clients, vous ne pouvez plus rentrer dans ce que Yannick vient de vous dire. Et nous, on a investi assez pour être capable de vous aider à construire votre propre écosystème de manière complètement compliant. Et après, que ce soit des cohortes ou des one-to-one, ça dépend des médias que vous utilisez. Proposer des alternatives, c'est ça. Mais proposer une alternative au walled garden. Et s'imposer comme une alternative au walled garden. Pardon Bertrand.
Bertrand, alors sur jusqu'où il faut aller dans la personnalisation et pour les walled gardens. Pour prolonger ce que viennent de dire Arthur et Yannick, et on travaille nous avec Havas beaucoup là-dessus, enfin, les alternatives existent. Et on sait fabriquer de la performance sans forcément servir deux acteurs du digital à hauteur de 75% de nos investissements totaux en digital. Et le travail d'ailleurs des agences et des médias eux-mêmes et des régies des médias a tellement progressé que les annonceurs ne sont pas condamnés à faire de la perf en servant à hauteur de 75%, je pense à peu près, hein, Raphaël et Yannick, deux acteurs. J'adore Google et Facebook, mais on n'est pas obligé non plus d'être résigné à cette idée-là. Et la performance, vous la fabriquez de 1000 manières différentes. Et j'ajoute que on peut se poser une seconde la question du rôle du financement des médias, parce que ce qu'a fait le digital, c'est qu'il a déplacé la valeur, on s'en parle souvent avec Corinne, et des grands annonceurs français qui sont avec une conscience sociétale réelle, et c'est le propre de l'Europe, et notamment de la France, et c'est en partie pour ça, je pense que des acteurs français. Ce serait intéressant d'ailleurs sociologiquement de savoir pourquoi, parce que c'est vrai de beaucoup de secteurs français, ce qu'a dit Arthur est très important, la prise de conscience des enjeux de société est en France quelque chose qui franchement a démarré tôt, est passé à l'échelle industrielle, et c'est le cas de quelques autres pays européens, mais pas autant, et certainement pas en dehors d'Europe. Et c'est vrai de tout le monde, hein, même des Total et autres, hein, parce que si le greenwashing c'est Total, les gens n'ont pas compris. La transition de Total est absolument faramineuse. Donc oui, on peut, les grands annonceurs, se poser la question de choix médias qui, à performance équivalente, permettent de financer des médias. Moi, j'ai des campagnes que je dédie, et c'est un objectif que je donne à Havas, à 100% à des médias éditoriaux en digital. Parce que je considère qu'on arrive à fabriquer la même performance, et franchement, à performance égale, je préfère donner un coup de main au financement des médias qu'à un site de e-commerce, que j'adore par ailleurs, mais, et même en brand safety, assez souvent, avoir ma publicité dans un environnement éditorial, quel qu'il soit, hein, même s'il est critique sur les sujets d'environnement et sur les sujets de finances durables, c'est peut-être plus intéressant pour le contrat de lecteur que sur un site de e-commerce. Yannick veut réagir, après je t'interrogerai. Juste, mais je ne veux pas avoir l'air de faire un débat sur ce sujet, mais nous, on arrive à proposer des publicités performantes malgré les walled gardens. Je veux dire, c'est possible. Après, il y a certains segments de marché, peut-être où Publicis et Plus avec Epsilon, qui sont plus problématiques. Mais sur l'activité cœur de la communication, donc le média traditionnel, en travaillant main dans la main avec Google, avec Facebook, avec tous les autres éditeurs, et d'ailleurs des très très bons éditeurs en France, hein, les Échos en est un bel exemple, les Échos en digital, ce message. Et pas que, on arrive à faire des choses. Après, la question, c'est aussi le rôle des groupes de communication. Est-ce qu'on doit investir autant dans la technologie en étant propriétaire, disons, d'outils, où tu te retrouves légèrement en concurrence avec Google et Facebook? Moi, je pense que dans la tech, ça va être très compliqué pour les Européens d'y arriver. Si vous prenez le top 20 des entreprises de tech dans le monde, il y en a 17 américaines, 3 chinoises, faites le calcul, 0 européenne. Vous prenez les groupes de communication, on n'est plus que 6 à faire ce métier, il y a quand même 2 françaises et une anglaise. Donc on a quand même un vrai avantage compétitif dans la communication. D'ailleurs, c'est une des forces de la France qu'on ne revendique pas assez, d'avoir 2 champions mondiaux dans ce domaine. Et je pense qu'on a la chance d'avoir des annonceurs extrêmement puissants, puisque les groupes français, et Orange et BNP sont des très bons exemples, ont réussi à se développer à l'international. On a la chance d'avoir un écosystème qui va nous permettre de continuer de se développer. Là où Yannick a raison, c'est que moi en plus j'ai un prisme très déformant aux États-Unis où on a 60% de notre business, mais je vais prendre juste un exemple qui montre à quel point, si on veut que des boîtes comme les nôtres, en tout cas, survivent dans un pays comme celui-là. On a eu une compétition sur Walmart cet été qui était la grosse compétition américaine. On est arrivé à 3 en finale. Et ce qui a déterminé le gagnant entre les 3, ils nous ont donné 6 millions de profils de gens qui vont chez Walmart et ils nous ont demandé, vous en reconnaissez combien ? Nous, on en a reconnu 88%, 98%, Dentsu, je crois 97%, et le troisième que je ne citerai pas, beaucoup plus bas.
vous n'êtes pas choisi que sur là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une dimension maintenant pour ces grandes boîtes, en tout cas américaines, peut-être moins en Europe avec le GDPR par ailleurs, qui est si vous n'avez pas la technologie pour les aider à continuer à croître en réduisant leurs coûts, vous avez un problème. Je dirais juste un mot, puis moi je terminerai sur celui-là. De toute manière, on est dans le débat d'aujourd'hui. Le débat de demain, pour lancer un peu ce qui va arriver, c'est qu'en 2025, Procter dépensera plus d'argent en médias sur Walmart.com ou sur Target.com que sur CNBC ou sur n'importe quelle télé linéaire. C'est-à-dire, de toute manière, le shift est en train de s'opérer. La question, c'est à quelle vitesse et en fonction des législations, comment ça va s'opérer dans chacun des pays. C'est vrai qu'on le sait peu, enfin vous le savez bien sûr, mais Amazon est un géant de la publicité en vendant des mots-clés, de l'emplacement, voilà quoi. C'est déjà. C'est pour ça qu'on peut ne pas aimer la personnalisation, mais ça arrive. Et c'est ce que je vous dis, on ne va pas l'éviter. Hein. Béatrice, tu vas avoir la parole, mais je crois Yannick veut encore dire un truc et après. Non. Béatrice. Non, moi j'appuyais ce que disait Arthur tout à l'heure. Il faut investir. On va pas. Je pense pas que Publicis et Havas aient vocation à se transformer en Google ni Amazon, mais néanmoins on a besoin, et ça vaut aussi pour les marques. On a besoin d'investir un minimum pour maîtriser ces sujets-là et l'évolution de ces technos. Sinon, c'est un monde opaque. Et puis on fait le choix de s'en remettre à 2 acteurs mondiaux. Et ça, c'est un peu flippant quand même. Ouais. On a quand même besoin d'investir un minimum en tech. Donc c'est et d'internaliser pour ce qui est des directions de la communication que nous représentons. Quand même une expertise data et digitale assez forte. Moi, quand j'ai commencé dans le journalisme au siècle dernier, les géants de l'informatique s'appelaient IBM, Microsoft était en train de se développer très rapidement, et on parlait du syndrome IBM, c'est-à-dire qu'un directeur de l'informatique, quand il devait investir dans le renouvellement de son parc, il disait IBM c'est plus cher, mais si ça plante, ça ne sera pas de ma faute, alors que si j'investis dans Dell et qu'il se plante... Don't get fired by choosing c'est un bon sujet. Ah oui, mais comme un CMO n'est pas fire pour choisir Google ou Facebook, c'est très vrai. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question que je voulais poser à Béatrice en tant que présidente de l'entreprise et médias, est-ce que quand même les directeurs de la communication, malgré ce que vient de dire Bertrand, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est facile et on se frappe, et finalement, même si en plus on ne connaît pas leurs métriques, on sait très bien, Facebook a été pris plusieurs fois avec le doigt dans le pot de confiture, on sait très bien que leurs chiffres sont régulièrement faux ou manipulés, mais malgré ça, pourquoi est-ce que les boîtes continuent aussi massivement à faire confiance à ces 2 acteurs? Est-ce que c'est pas simplement parce que ça marche, quoi? Alors c'est pas au sens du syndrome IBM dont tu parles, mais ce qu'on peut dire quand même raisonnablement, c'est que la communauté des DIRCOM, elle est assez hétérogène. Donc le sujet, c'est que il n'y a pas une maturité sur ces sujets et sur l'expertise data et digitale vraiment unifiée. Et souvent, c'est la facilité. C'est juste la facilité. Quand vous savez pas, de toute façon, c'est même pas qu'on va pas vous le reprocher. C'est que effectivement, ça fait le boulot, ça fait le job d'une certaine manière, et sans tellement de regard sur la dimension de responsabilité des marques que nous représentons. C'est juste ça le point. C'est ce que disait Bertrand tout à l'heure. Yannick? Peut-être quand même pour leur rendre hommage, je veux dire, c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé avec Google, Facebook et Amazon, parce que c'est vrai bon ton de leur taper dessus, ça reste quand même des réussites époustouflantes en moins de 20 ans, hein. C'est extraordinaire. Après, ce qui est certain, c'est que chacune des 3, parce qu'on parle souvent des GAFA, mais en fait c'est surtout pour la publicité Google, Amazon et Facebook, même si Apple rentre dans le jeu avec son iOS 14, parce que ça cause des problèmes pour le suivi des apps. Ces 3 géants sont chacun en position dominante dans leur domaine, et je parle sous votre contrôle, Madame la Présidente, il n'est pas interdit d'être en position dominante. Ce qui est interdit, c'est d'en abuser. Et donc ça, c'est le rôle des régulateurs. Il faut qu'il y ait des régulateurs forts pour qu'il existe un écosystème qui puisse se développer. Ce serait dommage qu'à la fin, il n'y ait plus que Google, Facebook et Amazon et que tout le reste de l'écosystème ne se développe pas. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est encore jeune. Voilà, c'est quand même une structure qui est très récente. Mais moi, je crois que la communication et les groupes de communication ont un rôle extrêmement fort à jouer dans ce domaine, et qu'il faut qu'on continue d'être de plus en plus les conseils pour guider et aider les grandes marques à naviguer dans ce monde changeant et contraignant. On peut dire que ce ne serait pas dommage, ce serait grave quand même qu'il n'y ait plus que Google, Amazon et Facebook.
Dernière question. Tout à l'heure, pour conclure la table ronde, Pierre Louette du groupe Les Échos le Parisien faisait une proposition. Il disait, tout comme il y a eu pendant quelques années des secteurs, où il y a même encore aujourd'hui, des secteurs réservés pour la publicité, pour soutenir certains types de médias. Alors je ne sais plus exactement, mais je crois que la distribution locale, c'est forcément la PQR ou la presse. Peut-être qu'il y a des trucs qui n'ont pas le droit de faire de pub à la télé, comme pendant longtemps le cinéma. Je ne suis plus totalement au courant, mais je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ça a peut-être évolué, mais en gros, il y avait des secteurs dont le fléchage était obligatoirement vers certains types de médias. Alors ce que suggérait Pierre, c'était en gros qu'il y ait plein de secteurs qui, à mon avis, soient fléchés vers nous. Hein. Mais est-ce que cette proposition ou cette approche, est-ce que philosophiquement vous trouvez que c'est sympa, que ça peut avoir un intérêt, ou c'est une usine à gaz à la française où on veut essayer de régler des problèmes en rajoutant une loi. Et Pierre est plus là, donc vous pouvez Pierre est toujours trop intelligent pour moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris la question. On l'a connu un tout petit peu plus subtil que ça. Est-ce que quelqu'un a compris la question? Non, moi j'ai pas compris la question, mais j'ai un truc à dire. Alors Yannick a compris, on va laisser Yannick a compris. Réserver certains annonceurs. Ne puissent plus investir chez Google et Facebook pour investir chez les Échos le Parisien. Voilà, mais il était plus large que ça. C'était pas que les Échos le Parisien. Alors, juste sur les Échos le Parisien. Non, il disait. Non, mais compte tenu de l'état de la concurrence dans l'environnement, pardon. Bertrand. Ça me semble peu réaliste. Enfin, je veux dire, ça a été le cas pendant longtemps non, mais attendez, faut revenir à ce qui fait. Les annonceurs doivent être libres de leur choix. Et ce qui serait bien, c'est que leur choix en matière d'investissement digital prenne en compte davantage une pluralité de critères. Et je reviens sur ce que je disais, la performance est un des critères, je pense que ce n'est pas le seul. Et dans la satisfaction du client qui reçoit cette communication, ça rejoint ce qui a été dit sur la personnalisation, je pense qu'il sera de plus en plus aussi sensible au choix que l'annonceur fait, dans la manière dont il a de s'adresser à lui, dans les lieux, dans les occasions, et ça rejoint en fait le sujet de communication responsable. Et je pense que les marketeurs et les communicants ont tout intérêt à eux aussi, dans leur métier, intégrer ces dimensions sociétales qui vont au-delà de la maximisation de ma capacité à toucher Yannick de la manière dont il le racontait en 2013, parce que c'est vrai que ça n'est plus ça non plus. Je pense que voilà. Moi je voudrais dire autre chose, c'était pas la réponse à votre question. Mais ça sera une bonne conclusion. C'est pour revenir sur le sujet de la pluralité des médias. Quand on monte nos plans avec Havas, et c'est normal, il y a toute une série de médias qui ne sont pas dans le plan. Et c'est tout à fait normal. Et je pense que là aussi, et c'est pas compliqué à faire, de la responsabilité des annonceurs de se dédier, nous on fait comme ça, un budget fixe qu'on s'oblige à consommer dans l'année et qui est fléché vers des médias qui, en vrai, ne sont pas dans les plans. Et pour de bonnes raisons, ils ne sont pas dans les plans. Quand vous faites ça, franchement, à l'échelle de vos investissements globaux, c'est tout à fait soutenable. Et je pense que vous faites un geste qui participe à l'écosystème de la presse. Et au passage, ça aide les directions générales à faire la bonne distinction entre la pub et l'éditorial. Parce que un travers qui, moi, m'inquiète et contre lequel, moi vivant, je ne passerai pas, c'est la sanction du média lorsque l'éditorial ne lui va pas. Et ça, c'est un danger, je pense, et un travers que je vois progresser et qui me semble extrêmement préjudiciable, parce que c'est vraiment un truc à qui perd, ça. Et inviter les annonceurs à avoir un lot quelque part, ça veut dire pour nous, avec Raphaël, je dois avoir dans l'humanité, je sais pas, une dizaine de visuels par an. L'humanité n'est jamais dans les plans médias, et on sait pourquoi. Et pourtant, parce que, en vrai, probablement parce qu'on n'a pas des moyens assez importants, et c'est pas totalement anormal. Correspondance économique, donc je pourrais en prendre beaucoup comme ça, des petits médias souvent. Peut-être que Libération va sortir des plans médias à un moment donné. Je veux dire, à 9000 exemplaires en print, vous voyez, il y a un moment donné où... Et ça, je pense que c'est un sujet important qui consiste à... j'en reviens à ce que je disais, la perf, c'est bien, mais un grand annonceur, ça doit se soucier aussi de l'écosystème de la presse. Parce qu'à la fin, si l'écosystème de la presse est perdant, les grandes entreprises sont perdantes. Et on est dans un pays, c'est comme ça, où d'ailleurs beaucoup de grandes entreprises sont déjà des financeurs de la presse.
la maison dans laquelle on est aujourd'hui est bien placée. Mais publicitairement, on a un rôle à jouer. Arthur, un mot de conclusion. D'abord, les marques sont de plus en plus mondiales, donc je pense qu'on ne peut pas obliger les gens ou les annonceurs à aller vers un média ou un autre. Mais si je peux jeter un tout petit pavé dans la mare pour votre réunion d'après, l'enjeu pour les médias, c'est pas la concentration ni le fléchage, hein, c'est la transformation. Pour pas parler de nous, mais pour parler d'Havas, il faut regarder la différence entre 2013 et aujourd'hui. Ce que Yannick a fait sur Havas, c'est plus le même groupe. Je pense que c'est la même chose pour nous. Je suis pas sûr que ce soit toujours le cas sur les médias. Et au lieu de regarder les changements d'actionnaires ou la consolidation, la question c'est comment vous allez réagir aux third party cookies, parce que vous aurez plus accès aux gens, vous pourrez plus faire ce que Bertrand va vous demander dans peu de temps. 2, et c'est pas rien cette histoire de retail média, il faut faire très très attention parce que ça va monter vite. Et 3, mais ça c'est plus pour la télé numérique maintenant, c'est un changement qui demande des investissements technologiques très forts. Alors ça ne veut pas dire que les groupes français s'y mettent pas, ça veut dire que là il faut aller très vite, très fort, et la transformation que les groupes médias doivent apporter est plus de l'ordre du produit que capitalistique. Alors merci Arthur de faire cette transition effectivement sur la table ronde qui va suivre. On va avoir une pause d'15 minutes, une présentation de quelqu'un qui travaille avec Netflix, je vous en dirai un mot dans une seconde, et puis après effectivement une table ronde sur la publicité, sur la télévision gratuite, pardon, avec un thème, la télévision gratuite sur le thème s'unir ou mourir. Et Arthur peut rester à côté de moi pour faire le bad cop et poser les questions. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à nos débats, et je vous dis sans doute, j'espère, rendez-vous à l'année prochaine. On va juste faire une courte pause d'une dizaine de minutes. Il faut, pour des raisons de Covid, on doit nettoyer un petit peu la salle. Et on va revenir ensuite avec donc une table ronde sur l'audiovisuel public. Et aussi, on va donner la parole à un producteur français, Sébastien Dordilly, qui a travaillé avec Netflix. Je vous en dis un mot juste après la pub, juste après la coupure pub, dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Thank you.